En moins de temps qu'il n'en faut pour infuser un thé, l'histoire bascula. 7 minutes. Il n'en fallut pas davantage pour bouleverser durablement les rapports entre Kiev et Bruxelles. Face à l'Assemblée, Volodymyr Zelensky venait d'achever, sans trembler, une demande colossale. 50 milliards d'euros, sans clause ni contrepartie. Son regard confiant était celui d'un homme habitué à ce que l'Occident acquiesce sans discuter. Mais cette fois, la scène prit un tournant inattendu. Sans un mot de plus, Sébastien Lecornu se leva et ce qu'il prononça glaça les sourires ukrainiens. Ce n'était pas... En moins de temps qu'il n'en faut pour infuser un thé, l'histoire bascula. 7 minutes. Il n'en fallut pas davantage pour bouleverser durablement les rapports entre Kiev et Bruxelles. Face à l'Assemblée, Volodymyr Zelensky venait d'achever, sans trembler, une demande colossale. 50 milliards d'euros, sans clause ni contrepartie. Son regard confiant était celui d'un homme habitué à ce que l'Occident acquiesce sans discuter. Mais cette fois, la scène prit un tournant inattendu. Sans un mot de plus, Sébastien Lecornu se leva et ce qu'il prononça glaça les sourires ukrainiens. Ce n'était pas une banale objection polie, mais un choc frontal, une gifle sèche. La France venait de poser ses limites. L'entraide, oui. L'aveuglement, non. L'aide, désormais, devait se mériter. Pour vraiment saisir le séisme politique de ce fameux jour, il faut rebrousser chemin de 3 mois, jusqu'au couloir feutré de Matignon, là où tout a basculé. C'était le 20 juin 2025, 16 heures pile. Dans une pièce close, saturée de tension, Sébastien Lecornu se tenait devant une pile de dossiers scellés, déposés à l'instant par Bruno Lemire. Le contenu? Des documents explosifs de la Cour des comptes européenne. Ce qu'il s'apprêtait à lire allait fracasser son regard sur l'aide occidentale, comme un miroir qu'on jette au sol, brisé, irréversible. « Préparez-vous à tomber de haut », avait soufflé Lemire, l'air grave. Et il n'avait pas menti. Après des mois d'investigation, leurs équipes avaient enfin reconstitué le parcours sinueux de l'argent européen envoyé à Kiev. Le verdict? Une machine à siphonner les fonds, huilée, méthodique, digne d'un roman noir. Lecornu, yeux écarquillés, lisait l'impensable. Villa à Saint-Tropez, compte offshore dodu, appel d'offres maquillés. Pendant que l'Europe serrait la ceinture pour aider l'Ukraine, cette dernière organisait, ni plus ni moins, le braquage humanitaire du siècle. Alors que les foyers français comptaient chaque centime, sacrifiant vacances et chauffage pour soutenir un pays en guerre, à des milliers de kilomètres, les palais de Kiev brillaient un peu plus chaque nuit. Cette nuit-là, Lecornu tournait en rond dans son bureau comme un lion en cage, ruminant une rage froide. Ce n'était pas juste une question de chiffres, c'était une trahison. Il pensait à ces retraités français qui acceptaient sans broncher une taxe de plus pour la cause. À ces millions d'Européens convaincus de tendre la main à une nation martyre. Et pendant ce temps, à Kiev, certains détournaient les dons comme si c'était un héritage personnel. Le 25 juin, le couperet tomba. Lecornu réunit son cercle restreint. Colonna, Darmanin, les pontes de Bercy et de la DGSE. L'ambiance, glaçante. Il prit la parole, d'un ton tranchant. Ce n'est plus un soutien, c'est un hold-up géopolitique. Pendant que Zelensky jouait la corde sensible, ses proches vidaient les caisses. On finance une fraude à ciel ouvert, ça s'arrête là. Catherine Colonna fronça les sourcils. Tu réalises ce que tu proposes? Si on balance ça, l'Occident entier s'effondre moralement. L'opinion publique lâchera l'Ukraine. Mais Lecornu, le regard bassier, répondit sans détour. L'opinion a droit à la vérité. Elle doit savoir si elle sauve un peuple ou si elle engraisse des parasites en costard. Gérald Darmanin fronça les sourcils, visiblement mal à l'aise. « Écoute, Sébastien, et si Zelensky n'était tout simplement pas au courant? On ne peut pas tout lui imputer. » Mais Lecornu, l'air sec, balaya l'hypothèse d'un geste agacé. « Gérald, quand on est à la tête d'un pays en guerre, chaque centime compte. Alors, soit il sait et il ferme les yeux, soit il ne sait pas et c'est encore pire. Dans les deux cas, notre confiance aveugle n'a plus lieu d'être. » À partir de là, tout s'accéléra. Une traque méthodique fut lancée pour suivre l'itinéraire exact de chaque euro français envoyé à Kiev. Et ce que Lecornu découvrit dépassa l'entendement.
Sur les 15 milliards injectés par la France depuis le début du conflit, pas moins de 4 milliards s'étaient évaporés, ou plutôt transformés en résidences de luxe, yachts et comptes planqués. Puis le 15 juillet, le vase déborda. Un appel hautement sécurisé tomba sur la ligne privée du Premier ministre. C'était le patron de la DGSE. « Monsieur le Premier ministre, nous avons confirmation. L'épouse de Zelensky a acheté un château en Normandie pour 12 millions d'euros. Les fonds? Directement siphonnés de l'aide européenne via un réseau d'oligarques liés au chef d'État ukrainien. » Le cornu raccrocha. Il ne dit rien. Il ne bougea pas. Mais à l'intérieur, la colère montait comme une marée noire. Le sommet de l'indécence venait d'être franchi. Et puis, l'occasion rêvée se présenta. Le 1er septembre, Paris accueillait une conférence internationale pour discuter de la reconstruction de l'Ukraine. Au programme, de nouveaux besoins chiffrés à 50 milliards. Ironie brutale, le même homme dont l'entourage détournait des fortunes revenait, avec son visage de victime héroïque, réclamer encore plus. À bord du vol qui le ramenait de Kiev vers Paris, Volodymyr Zelensky peaufinait chaque ligne de son discours entouré de ses fidèles conseillers. Le ton était assuré, le regard serein. Il savait jouer la partition par cœur, évoquer la douleur du peuple, raviver l'émotion occidentale, déclencher les applaudissements. Il ignorait, hélas, qu'au bout du tarmac parisien l'attendait un homme qui, cette fois, ne serait ni attendri, ni dupe. Dans la capitale française, l'ambiance de la conférence frisait le recueillement. 40 délégations, venues des 4 coins du monde, étaient réunies pour tracer l'avenir d'une Ukraine à reconstruire. Comme à son habitude, Zelensky entra en scène vêtu de son éternel treillis kaki, un uniforme devenu costume diplomatique. Il prit la parole d'un ton solennel. « Chers amis, votre générosité a été immense, mais nos défis, eux, sont titanesques. » Assis au premier rang, le cornu ne quittait pas le président ukrainien des yeux. Chaque mot, chaque geste était analysé à la loupe. Puis vint le moment choc. Zelensky enchaîna, imperturbable. « Nous avons dressé une estimation rigoureuse. Pour réparer nos écoles, nos hôpitaux, notre réseau électrique, il nous faut 50 milliards supplémentaires. » La salle chancela intérieurement. Le chiffre claqua comme un orage dans un ciel déjà chargé. Et, fidèle à son talent de narrateur, Zelensky ajouta d'une voix tremblante parfaitement maîtrisée, « Ce montant, c'est plus que de l'argent. C'est la promesse d'un avenir, d'une démocratie, d'un peuple qui veut simplement revivre. » Comme toujours, la salle fut gagnée par l'émotion. Tous, sauf un. Avec le sourire tranquille de celui qui croit encore pouvoir embobiner son auditoire, Zelensky glissa un regard furtif vers le cornu avant de lâcher d'un ton presque solennel « Je me doute que certains ici nourrissent des doutes sur la gestion de notre aide internationale. Mais rassurez-vous, chaque centime est scrupuleusement contrôlé par nos institutions démocratiques. Aucun abus, aucune dérive. L'Ukraine respecte votre confiance. » Dans la salle, certains hochèrent la tête. Mais chez Le Cornu, c'était l'explosion silencieuse. Il bouillonnait. Entendre de telles contre-vérités débitées avec autant d'aplomb face à des pays qui étranglaient leur propre budget pour aider Kiev relevait du théâtre cynique. Un mensonge d'une ampleur à faire rougir même les meilleurs scénaristes. Et comme s'il ne suffisait pas d'enrober la supercherie, Zelensky enfonça le clou. L'Ukraine d'aujourd'hui, c'est le miroir de l'Europe de demain. Soutenez-nous et c'est votre propre futur que vous protégez. Offrez-nous ces 50 milliards et vous investissez dans la paix de votre continent. L'assistance, fidèle à l'étiquette, répondit par des applaudissements tièdes. Charles Michel, maître de cérémonie du jour, reprit la parole d'un ton posé. Des réactions à l'intervention du président ukrainien? Les yeux se tournèrent automatiquement vers les 3 poids lourds de la salle, Berlin, Washington et bien sûr Paris. Et ce fut là que le vent tourna. Lentement, très lentement, Sébastien Lecornu se leva. Pas un mot, pas un regard vers ses fiches.
Il croisa les bras, planta son regard dans celui de Zelensky, et le silence devint écrasant. Puis, d'une voix glacée, tranchante comme une lame de rasoir, « Monsieur Zelensky, merci pour ce récit hautement imaginatif. Maintenant, si vous le permettez, j'ai quelques précisions à demander sur l'emploi de l'aide française. » Le ton restait protocolaire, mais derrière chaque syllabe vibrait une menace glaciale. Et pour la première fois, Zelensky blêmit. « Dites-moi, Monsieur le Président, savez-vous combien la France a versé à votre pays depuis le début des hostilités? » Zelensky, pris de court, articula maladroitement. « 15 milliards d'euros, je crois ?» Lecornu acquiesça sans détour, en sortant calmement un dossier de sa mallette. « Exact, 15 milliards, c'est-à-dire 250 € prélevés sur chaque citoyen français, enfant compris. L'équivalent de 3 mois de SMIC. Voilà ce que notre peuple a consenti à sacrifier pour soutenir l'Ukraine. » Un frisson parcourut la salle. La froideur du ton, la précision des chiffres et surtout l'insinuation silencieuse. « Et en retour, qu'en avez-vous fait? » Le silence à peine retombé, Lecornu ouvrit lentement son dossier comme on déplie une bombe. « Et maintenant, permettez-moi de détailler comment cet argent a été utilisé. » Il déposa la première pièce à conviction. « Achat d'un château en Normandie, 12 millions d'euros. Nom de l'acheteur, Olena Zelenska. Origine des fonds, détournement de l'aide européenne par un réseau d'oligarques. » On aurait entendu une mouche voler. Zelensky, blême, ne pipait mot. Mais le couperet n'en avait pas fini de tomber. Villa à Cannes, 8 millions. Acheteur, Viktor Medvedchuk Jr., fils d'un proche du pouvoir ukrainien. Même canal de financement. Puis, dernière frappe, yacht de 25 mètres, coût 15 millions d'euros. Acquéreur, une société offshore appartenant à Ihor Kolomoïski. L'argent provenait de l'aide destinée à reconstruire vos hôpitaux. À chaque mot, la salle s'enfonçait un peu plus dans la stupeur. Et Zelensky, lui, disparaissait peu à peu derrière le masque de la honte. Chaque pièce révélait tomber comme un coup de massue sur l'assemblée. D'un ton glacial, Lecornu leva enfin les yeux vers Zelensky. 4 milliards d'euros. Voilà ce que votre cercle proche a détourné de l'aide française. 4 milliards partis dans des villas, des palais, des yachts. Cela représente plus de 65 € volés à chaque Français, même ceux qui n'ont rien. La déclaration était brutale, sourcée, implacable. Zelensky, pâle, tenta un baroud d'honneur. « Monsieur le Premier ministre, ces accusations, je ne suis pas informé. » Mais Lecornu lui coupa la parole nette, tel un couperet tombant. « Pas au courant? Vraiment? Votre propre épouse s'est offert un château payé avec de l'argent français, et vous osez dire que vous ne saviez rien. » L'effet fut immédiat. La stupeur se lisait sur tous les visages. Les représentants des pays donateurs prenaient conscience, en direct, de l'ampleur du scandale. Certains, sous le choc, décrochaient leur téléphone pour prévenir leur capital. D'autres griffonnaient nerveusement. Tous comprenaient qu'ils venaient d'assister à un séisme diplomatique. Et Lecornu, imperturbable, enfonça le clou. Et si je vous parlais des 200 millions détournés depuis l'aide humanitaire, des 500 millions partis en fumée via de faux contrats d'armement, ou encore des 300 millions évaporés dans des achats de médicaments qui n'ont jamais existé. Un autre document fut déposé sur la table. Un rapport confidentiel estampillé Cour des comptes européenne. Le silence était glacial. Sur les 150 milliards versés à l'Ukraine depuis 2022, 35 milliards avaient été siphonnés, engloutis par des réseaux mafieux, soit 23% de l'aide. Une statistique qui donnait le vertige. Lecornu poursuivit, plus tranchant que jamais. Pendant que nos citoyens se serrent la ceinture pour soutenir votre pays, vos élites se gavent. Pendant que nos PME fervent à cause du prix de l'énergie, vos oligarques s'achètent des châteaux avec notre argent. Zelensky, blême, tenta de réagir, mais Lecornu ne lui laissa aucun répit. Le procès public était en marche, et cette fois, il n'y aurait pas d'échappatoire. Et après tout ça, vous avez le cran de revenir avec la main tendue pour 50 milliards de plus ?
Le Cornu fit un tour d'horizon de la salle, son regard transperçant les rangées d'ambassadeurs figés. « Mesdames et messieurs, vous entendez bien? Cet homme demande encore une fois à nos peuples de casser leur tirelire, alors même qu'une partie de la précédente a été détournée pour s'offrir des palais et des bateaux de luxe. » Un silence glacial s'abattit. « Dites-moi franchement, voulez-vous vraiment que vos contribuables, qui peinent à chauffer leur logement, continuent à payer les jets privés des oligarques ukrainiens? » Le ton n'était plus à la diplomatie. Le Cornu se tourna de nouveau vers Zelensky. Cette fois, le coup allait porter. « Bien, Monsieur le Président, voici ce que la France va faire désormais. » Le ton s'était durci, l'émotion avait cédé la place à une détermination tranchante. 1. Nous gèlerons immédiatement tout transfert d'argent tant que chaque centime parmi les 4 milliards volés n'aura pas été rendu, à l'euro près. Un murmure agité courut dans l'Assemblée. C'était inédit. Pour la première fois, un pays occidental osait dire stop. 2. À partir de maintenant, chaque euro versé sera surveillé à la loupe par la France. Pas un sou ne sortira sans audit. Chaque dépense, chaque contrat, chaque signataire ukrainien sera inspecté. Les conditions n'étaient plus de simples exigences, c'était un contrôle total. 3. Nous exigeons que l'ensemble des patrimoines des responsables ukrainiens, y compris le vôtre, M. Zelensky, soit rendu public. Fini les coffres secrets, fini les comptes à l'étranger, et surtout, fini de s'enrichir sur le dos des morts. C'était plus qu'un ultimatum, c'était une révolution diplomatique. L'époque des chèques blancs était révolue. Et pour finir, lança le Cornu implacable, si dans les 48 heures qui viennent, ces conditions ne sont pas acceptées noir sur blanc, la France se retirera définitivement du soutien à l'Ukraine et rendra publiques toutes les preuves accablantes que nous détenons sur votre système de corruption. Le couperet était tombé, sec, brutal, irrévocable. Zelensky ne pouvait ni avaler l'humiliation, ni l'esquiver. Accepter, c'était se plier à une reddition diplomatique. Refuser, c'était perdre la dernière main tendue de l'Occident. Il était piégé dans une tempête qu'il avait lui-même nourrie. Le Cornu se redressa une dernière fois, sa voix aussi tranchante que du verre. « Monsieur Zelensky, vous avez menti. Vous avez trahi notre confiance. Vous avez détourné l'argent de ceux qui, en Europe, se privaient pour soutenir votre peuple. C'est terminé. À partir d'aujourd'hui, plus jamais une seule aide ne sera donnée sans condition. » Et sur ces mots, il se rassit. Lentement. Le silence dans la salle n'était plus seulement pesant, il était funèbre. Zelensky, lui, restait figé, brisé. Il n'avait rien à dire. Pour la première fois depuis le début du conflit, le héros de guerre ukrainien venait de subir une défaite publique. Et cette fois, elle n'était pas causée par la Russie. Les heures suivantes virent l'ordre mondial se dérégler. À 1h du matin, les nations participantes commencèrent à annoncer une suspension immédiate de leurs aides financières, dans l'attente d'explications détaillées sur l'utilisation passée des fonds. Berlin, Varsovie, Amsterdam, tous demandèrent des audits complets. Les médias du monde entier s'emballèrent. Le Figaro titra « Ukraine au cœur d'un scandale sans précédent ». The Times écrivit « Zelensky rattrapé par ses propres mensonges ». DWTH résuma l'ambiance planétaire. La fin de l'ère de l'aide aveugle à Kiev. Les révélations françaises avaient déchaîné une onde de choc. Un tremblement de terre politique. Et la planète entière venait d'en ressentir la secousse. Ce n'est pas à Paris ni à Berlin que les conséquences furent les plus foudroyantes, mais bien à Kiev. Privé soudainement de l'oxygène financier occidental, Zelensky n'eut d'autre choix que de sacrifier ses propres pions. Une purge express d'une dizaine de ministres et hauts fonctionnaires éclaboussés par le scandale. Pire encore, son propre camp politique, jadis loyal jusqu'à l'aveuglement, commença à l'abandonner, certains allant jusqu'à murmurer ce mot autrefois impensable. Démission. Pendant ce temps, à Paris, l'effet inverse explosait comme un feu d'artifice. Le Cornu, désormais héros des contribuables, voyait sa cote de popularité bondir en flèche. En 2 jours seulement, il gagnait 20 points dans les sondages. Un raz-de-marée.
Cela faisait des mois, des années peut-être, qu'aucun dirigeant n'avait osé défendre ainsi le portefeuille du citoyen français face à la gabegie internationale. « Enfin un chef qui parle notre langue !» s'exclamait le président du MEDEF. Il était grand temps de mettre fin à cette mascarade ukrainienne, renchérissait celui de la CGPM. L'économie française, elle aussi, reprenait des couleurs. L'idée de conditionner l'aide, de la soumettre à un vrai contrôle, redonnait confiance aux entreprises. L'ère des chèques en blanc semblait révolue, et pour les patrons comme pour les électeurs, c'était une bouffée d'oxygène. 7 jours après la tempête parisienne, Zelensky tenta un ultime coup de poker. Un remaniement total du gouvernement, espérant sauver les meubles. Mais le verre était déjà dans le fruit. Sa réputation à l'international était en ruine, et en interne, son autorité s'effritait jour après jour. Le 15 septembre, soit 2 semaines pile après la gifle reçue à Paris, le coup de grâce tomba. Le Parlement ukrainien, à une large majorité, vota une motion de défiance contre le président. L'homme qui incarnait la résistance venait de perdre le soutien de sa propre maison. Jamais auparavant, depuis son arrivée au pouvoir, Zelensky n'avait connu pareille trahison. Cette fois, ce n'était pas Moscou qui le poignardait, mais son propre Parlement. Pour la première fois, les députés ukrainiens lui tournaient le dos. Un séisme institutionnel. Ce moment marqua un tournant décisif dans toute la guerre. L'Occident, soudainement lucide, comprit qu'il ne pouvait plus fermer les yeux sur un système rongé par la corruption. L'ère des virements sans condition était morte et enterrée. Les aides devinrent conditionnelles, les audits poussés, les contrôles systématiques. Le vent avait tourné. Pendant ce temps, à des milliers de kilomètres de là, un homme cristallisait un nouvel idéal politique. Rigueur, responsabilité, fermeté. Sébastien Lecornu devenait le visage de l'exigence budgétaire européenne. Son courage face à l'impunité ukrainienne forçait le respect. Mark Rutte, le premier ministre néerlandais, le disait haut et fort. Grâce à lui, on se souvient que la solidarité n'est pas une excuse pour la naïveté. Même l'Autriche salua la gifle diplomatique française. Le chancelier déclara « Lecornu nous a libérés du chantage permanent de Kiev. » Octobre 2025. Une page se tourne dans l'histoire de la diplomatie mondiale. Pour la première fois depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'aide internationale devient conditionnée à une règle claire. Pas de bonne gouvernance, pas d'argent. Et Lecornu n'en resta pas là. Il appliqua la même logique à l'aide au développement, réécrivant les codes des relations Nord-Sud. Un mois plus tard, en novembre, il fut invité à l'ONU, pour un discours qui allait, là aussi, marquer l'histoire. Devant les 19 délégations réunies, Lecornu planta le décor avec une phrase qui claqua comme une gifle. « Fini l'ère des chèques en blanc. Nos concitoyens ont le droit de savoir où va chaque centime. Leur générosité n'est pas un dû, c'est un devoir envers les vrais innocents, pas une prime pour les profiteurs. » Puis il enfonça le clou. Certains pensaient que mettre à nu la corruption ukrainienne casserait la chaîne de solidarité. C'est l'inverse. La lumière a soudé les alliances. La vérité a ravivé la confiance. Et les contrôles, ils ont rendu l'aide plus légitime que jamais. La salle, debout, l'applaudit sans interruption pendant 17 longues minutes. Du jamais vu à l'ONU. Décembre 2025. 3 mois pile après avoir terrassé Zelensky en public, Lecornu accède à une reconnaissance inattendue. Il est sacré personnalité de l'année par le prestigieux Time Magazine. À la une, un titre aussi cinglant que symbolique, l'homme qui a redonné une âme à l'aide internationale. Lecornu, d'un technocrate discret, était devenu l'icône mondiale de la transparence politique. Un pionnier de la morale budgétaire. Pendant ce temps, à Kiev, la tempête politique avait laissé des traces. Le successeur de Zelensky, Dmytro Razumkov, multipliait les signaux de rupture. Loi anticorruption, audits internes, discours sur la transparence. Mais les dégâts étaient là. L'image d'une Ukraine pure et martyre s'était effondrée. Désormais, elle devait mériter chaque euro reçu. Janvier 2026. 4 mois après la secousse de Paris, les relations entre Paris et Kiev se réchauffent, prudemment. Fini le temps de la confiance automatique. Place à une nouvelle ère. Surveillance renforcée, transparence exigée,
conditions strictes. Et le 15 mars 2026, symbole fort. Le Cornu est accueilli à Kiev par Razumkov lui-même. Cette rencontre, encore inimaginable du temps de Zelensky, consacre un tournant historique. Dans une allocution solennelle devant le Parlement ukrainien, le Cornu déclare « Mesdames et messieurs les députés, la France est prête à redevenir votre allié. Mais cette alliance repose désormais sur 3 piliers, la clarté, l'intégrité et le respect mutuel. » L'ère du flou artistique était officiellement terminée. Fini le temps où un gouvernement pouvait rouler ses alliés dans la farine sans conséquence. L'avenir, désormais, s'écrira sous le sceau de la transparence. Le vote historique du Parlement ukrainien sonnait le glas de l'ère Zelensky et ouvrait un chapitre inédit dans l'histoire de l'aide mondiale. Un chapitre initié par la France, ou plutôt par un homme, Sébastien Lecornu. Grâce à lui, des critères d'intégrité jamais vus jusque-là s'imposaient comme la nouvelle norme planétaire. Mais cette onde de choc n'en était qu'à ses débuts. Ce que la plupart ignoraient, c'est que la bombe lâchée par Lecornu avait déclenché une réaction en chaîne bien plus vaste. À Bruxelles, Ursula von der Leyen avait ordonné, dans la plus grande discrétion, un audit titanesque de l'ensemble des fonds européens alloués dans le monde. Le 20 mars 2026, dans un bureau feutré du Berlaymont, la présidente de la Commission européenne tenait enfin entre ses mains le rapport confidentiel que ses enquêteurs lui avaient remis. En le refermant, elle se tourna vers son chef de cabinet et lâcha d'une voix lourde de sens « L'Ukraine n'était que l'amuse-bouche. Ce que nous venons de découvrir est vertigineux. Pas moins de 23 États bénéficiaires sont impliqués dans des détournements d'aide. » La stupeur fut totale. Ce scandale tentaculaire fit voler en éclats les derniers restes de naïveté. L'Union européenne décida d'adopter sans détour le modèle Lecornu. Transparence absolue, audit systématique, sanction immédiate au moindre soupçon. Un nouveau dogme s'imposait. Désormais, toute aide se méritait. Pendant que Bruxelles recollait les morceaux de la transparence perdue, à Paris, une nouvelle bombe venait d'éclater dans le bureau du premier ministre. La DGC, dans un rapport confidentiel transmis à Lecornu, levait enfin le voile sur les fameux comptes Aufur, véritable coffre-fort numérique dissimulant les milliards détournés. Le chef des renseignements entra, un sourire discret aux lèvres. « Monsieur le Premier ministre, nous pouvons récupérer l'intégralité des 4 milliards évaporés, chaque centime. » Et le 1er avril 2026, et ce n'était pas une blague, Lecornu annonça publiquement que les fonds volés à la France par l'élite ukrainienne avaient été récupérés dans leur totalité. Ce jour-là, il ne venait pas seulement de remporter une bataille financière. Il avait gravé son nom dans l'histoire de l'éthique internationale. Jamais auparavant, un pays n'avait mis la main sur l'intégralité de l'aide qu'on lui avait volée. Et en France, cette nouvelle fut un électrochoc. Les contribuables, souvent résignés, découvraient qu'on pouvait, oui, récupérer ce qu'on leur avait volé, jusqu'au dernier euro. C'était une claque à des décennies de fatalisme budgétaire. Peu à peu, un frisson d'espoir parcourait l'opinion publique. Le récit d'un État impuissant se fissurait. Et en mai 2026, 8 mois après son duel explosif avec Zelensky, Lecornu reçut un appel inattendu. Barack Obama en personne. Depuis sa fondation, l'ancien président américain avait tenu à lui parler. « Sébastien, » dit Obama d'un ton calme et respectueux, « vous avez accompli ce que nous n'avions jamais osé entreprendre. Injecter de la morale dans les circuits opaques de l'aide internationale. » Il ajouta, « Votre fermeté face à Zelensky a fait le tour du monde. Ce que vous avez déclenché restera dans l'histoire. L'Amérique vous doit un grand merci. » Ces paroles, venues d'un homme qui avait dirigé la première puissance mondiale pendant 8 ans, résonnaient comme une consécration. Lecornu n'était plus seulement le ministre français qui avait mis à nu un scandale. Il devenait le symbole vivant d'une révolution éthique planétaire. 9 mois après le séisme parisien, en juin 2026, l'Organisation des Nations Unies emboîtait le pas. Le monde entier, ou presque, signait l'acte de foi Lecornu. Transparence totale, contrôle systématique, tolérance zéro pour les dérives. Les principes français devenaient la norme planétaire.
Exit l'ère Zelensky. Bienvenue dans l'ère de la reddition des comptes. Le 31 décembre, devant une France suspendue à ces mots, Lecornu prit la parole pour son discours de fin d'année. « Mes chers compatriotes, lança-t-il d'un ton grave mais victorieux, il y a encore 12 mois, notre argent disparaissait dans les poches d'élites sans scrupules. Aujourd'hui, chaque euro est traqué, chaque centime protégé. Il y a un an, nous étions les dindons d'une farce mondiale. Aujourd'hui, nous en sommes devenus les gardiens. » Et puis, dans un souffle, il lâcha la phrase qui allait entrer dans les manuels. En ce mois de septembre 2025, à Paris, je n'ai fait qu'une chose, dire tout haut ce que beaucoup murmuraient tout bas sur la corruption ukrainienne. Il n'aura fallu que 7 minutes pour bousculer un système vieux de 70 ans. Et ce mouvement, je vous le dis, est irréversible. Ainsi débutait 2027, une année qui voyait naître une aide internationale enfin propre, surveillée, efficace. La complaisance d'hier s'était muée en exigence. Et derrière cette mutation planétaire, un homme de 39 ans. Un homme qui un jour a osé dire non à un président adulé et qui, ce faisant, a redéfini le sens même de la solidarité entre les nations. Lorsqu'on retrace aujourd'hui les origines du grand basculement de l'aide internationale, tous les chemins mènent à un instant figé dans l'histoire. Celui où, dans un amphithéâtre feutré de Paris, un premier ministre français s'est levé et a lancé d'un ton tranchant à Volodymyr Zelensky « 4 milliards d'euros détournés par vos proches. Cette ère est finie. » En ce jour précis, le monde comprit que la générosité occidentale n'était pas sans bornes et qu'elle avait trouvé ses limites chez les Français. Ce furent 7 minutes suspendues, 7 minutes où l'arrogance fut démasquée, où le vernis diplomatique craqua et où la France retrouva ce que beaucoup croyaient perdu, sa fierté de donateur intransigeant. Ces 7 minutes fatidiques inscrivirent Sébastien Lecornu dans les livres d'histoire comme l'homme qui extirpa l'aide mondiale de la main des corrompus. Quant à Zelensky, il n'a jamais pu les effacer de sa mémoire. Aujourd'hui réfugié politique à Londres, il sait qu'il portera à jamais cette étiquette infamante. Le président qui, par avidité, perdit la foi de l'Occident. Mais ce n'était que le début. Ce que Lecornu ignorait ce jour-là, c'est que le puits de la corruption ukrainienne ne s'arrêtait pas aux rives de l'Europe. L'histoire n'avait pas encore livré tous ses secrets, et les ombres, elles, s'apprêtaient à s'étendre bien au-delà du continent. Ce qui n'était qu'un scandale européen se transforma bientôt en cauchemar transatlantique. Dans le silence ouaté d'un bureau sécurisé à Washington, 3 semaines après le choc parisien, le directeur de la CIA livra en personne un briefing glaçant au président Biden. « Monsieur le Président, la France vient, sans le vouloir, de faire sauter un verrou mondial. » Le rapport était limpide. Un réseau de blanchiment d'argent d'ampleur planétaire, avec des ramifications jusqu'au cœur de la finance américaine. Pas moins de 27 sociétés écrans, enregistrées sur le sol américain, servaient à recycler les fonds détournés de l'aide ukrainienne. Les montants disparaissaient dans les tours luxueuses de Manhattan, gonflaient les portefeuilles d'actions tech et finissaient dans des coffres bien à l'abri, dissimulés dans les îles. Biden, impassible, comprit alors l'ampleur de l'illusion. Même l'Amérique, géant protecteur de l'Ukraine, avait été roulée dans la farine. Le chiffre tomba comme une lame de guillotine. 12 milliards de dollars envolés, Monsieur le Président. C'est davantage que le budget annuel de la NASA. Le constat était accablant. Une partie non négligeable des 60 milliards d'aides américaines n'était jamais arrivée jusqu'au front. Elle avait été capturée par des élites avides, loin des tranchées. À Capitol Hill, la nouvelle fit l'effet d'un électrochoc. Les républicains, déjà peu enclins à voter une rallonge, fustigèrent la naïveté de Biden face à la gabegie ukrainienne. Chez les démocrates, le malaise était palpable. La pression monta instantanément. Il fallait une commission d'enquête parlementaire et vite. Le scandale venait de traverser l'Atlantique et cette fois, il menaçait de tout emporter sur son passage. Ce qui était impensable quelques semaines plus tôt devint réalité. Le Congrès américain suspendit l'aide à l'Ukraine. Un séisme politique à Washington. Un ouragan populaire à Kiev. Dans les rues, la colère montait.
Sur la place Maïdan, la même qui en 2014 avait vu naître l'espoir démocratique, les foules en furie criaient « Zelensky, voleur! Où est passé notre argent? Rendez des comptes !» Ironie cruelle, celui que le monde applaudissait comme rempart face à Moscou devenait pour son peuple le visage même de la trahison. Mais le pire restait à venir. Dans les casernes, les murmures se transformaient en fureur. Des officiers supérieurs jusque-là loyaux se mettaient à douter. À huis clos, le général Valéry Youg, chef d'état-major, réunissait ses fidèles. « Nos gars tombent faute de matériel, pendant que là-haut, ils s'offrent des manoirs en Normandie. C'est terminé. » Le 25 septembre 2025, exactement un mois après la tempête Le Cornu, le tabou le plus absolu était brisé. L'armée sortit du silence et publia un communiqué lapidaire exigeant toute la lumière sur l'usage des fonds étrangers. C'était un désaveu déguisé, mais évident, de leur président. Zelensky venait de perdre ce qu'aucun chef de guerre ne peut se permettre de perdre: la confiance de ses soldats. 5 jours plus tard, le couperet tomba. Le 30 septembre, la Rada, à une majorité écrasante, votait la destitution. Zelensky ne tomba pas sous les missiles russes, mais sous le poids de ses propres mensonges, révélés par un Français. Le destin, toujours friand d'ironie, choisit son moment avec une cruauté exquise. C'est depuis sa luxueuse demeure en Normandie, payée avec des fonds européens détournés, que Zelensky apprit la nouvelle de sa destitution. Comme une scène de série noire, des drones de journalistes captèrent les images du manoir survolé par la honte. Le monde entier découvrit avec stupéfaction l'adresse post-présidentielle de l'homme qui incarnait jadis la résistance. Banni, démasqué, reclus dans un château financé par les contribuables qui l'avaient trahi. Mais ce n'était que le début. Ce que Le Cornu avait déclenché allait faire trembler la planète. En octobre 2025, la déflagration gagna le continent africain. Des détournements similaires furent mis au jour dans plusieurs capitales francophones. Le président sénégalais, le chef du gouvernement ivoirien, le ministre des Finances malgache, tous cités dans une nouvelle affaire de siphonnage d'aides françaises. Ce scandale donna à Le Cornu l'opportunité d'ériger une nouvelle doctrine en règle mondiale. Le 15 octobre, il frappa un grand coup: création d'une agence française de supervision de l'aide internationale, armée de pouvoirs d'enquête exceptionnels. Désormais, recevoir un centime de la France exigeait transparence absolue. Audit à l'improviste, publication de patrimoine, traçabilité à l'euro près. Fini les valises de billets, bienvenue à l'ère des comptes publics. Mais la France ne fut pas seule à tirer les leçons. À Berlin, la stupeur était totale. 2 milliards d'euros d'aide allemande volatilisés, engloutis par des autocrates africains. Partout, les démocraties occidentales se réveillaient. Le modèle Le Cornu s'installait. Et avec lui, un nouvel ordre dans le monde de la solidarité internationale. Ce fut une cascade d'aveux internationaux. Après les révélations africaines, le Royaume-Uni tira à son tour le signal d'alarme. En Asie, les fonds humanitaires avaient suivi le même chemin que ceux d'Ukraine, vers des villas luxueuses et des comptes offshore. Bientôt, les Pays-Bas, la Suède, l'Italie soulevèrent le même couvercle puant. Les nations donatrices, brutalement réveillées, comprirent qu'elles avaient, sans le vouloir, engraissé les corrompus à coups de milliards. Ce fut un électrochoc mondial. Le système de l'aide internationale n'allait plus jamais être le même. En quelques semaines, les bastions de la finance mondiale tombèrent comme des dominos. L'OCDE déclara les règles Le Cornu comme standard universel. La Banque mondiale réécrivit ses politiques de prêt. Le FMI, autrefois laxiste, imposa désormais des contreparties strictes. Le temps des virements aveugles était révolu. Mais la plus belle revanche du Premier ministre français vint d'un endroit inattendu. Et c'est à Paris, là où tout avait commencé, que se joua l'ultime scène. Le 1er novembre 2025, le tout nouveau président ukrainien Dmytro Razumkov fit un geste sans précédent. Il prit l'avion pour la France. Non pas pour demander, mais pour reconnaître. Dans les salons feutrés de Matignon, il déclara, debout, solennel, face à Le Cornu: «
Monsieur le Premier ministre, au nom du peuple ukrainien, je vous adresse nos excuses les plus profondes. Les 4 milliards d'euros détournés seront remboursés, en totalité, et avec les intérêts. L'Ukraine que je dirige ne demande pas pardon, elle le mérite par ses actes. Ce jour-là, le pays autrefois au cœur du scandale entamait sa propre purification. Captée par les caméras du monde entier, la scène du président ukrainien s'inclinant à Paris fit le tour de la planète. Ce moment cristallisait tout. La bascule éthique, la revanche morale, le triomphe d'un homme contre un système corrompu. Le cornu n'avait pas seulement gagné un débat, il avait retourné le cours de la diplomatie mondiale. En 2026, plus personne ne doutait que la doctrine Le Cornu avait laissé une empreinte indélébile sur les relations internationales. L'aide au développement, autrefois marécage opaque, était devenue un outil tranchant, précis, contrôlé, orienté vers ceux qui en avaient réellement besoin. Et puis, 20 mars. 6 mois après avoir fait vaciller le trône de Zelensky, le Norvégien Comité Nobel appela Paris. Le verdict tomba. Sébastien Lecornu recevait le prix Nobel de la paix. Dans son communiqué, le jury fut sans équivoque. Par sa lutte implacable contre la corruption, cet homme a non seulement sauvé des milliards, mais il a rendu leur dignité à des millions de vies oubliées. Il a prouvé que la générosité, si elle est bien encadrée, peut vaincre le cynisme. Et de fait, les détournements d'aide chutèrent de 80% à l'échelle mondiale. Ce fut un tournant, pas symbolique, concret. Sur la scène d'Oslo, devant un parterre de chefs d'État, de penseurs et de caméras, Le Cornu prit la parole sans note, sans prompteur, et lança ces mots gravés depuis dans les annales. « Cette médaille ne porte pas mon nom. Elle appartient à ceux qui refusent de voir le cœur volé par la main. Elle est dédiée à chaque citoyen qui a cotisé en silence et à chaque pauvre que l'on a, enfin, cessé de trahir. » Le ton n'était pas à la gloire, mais à la justice. Et ce soir-là, c'est une idée qui fut décorée. Une idée nommée transparence. D'un ministre discret, il était passé à l'icône planétaire. Le Cornu, désormais incontournable, faisait la tournée des capitales comme une rockstar du bon sens. Partout on voulait entendre ses conseils, copier sa méthode, lui confier des réformes. Et à travers lui, la France renaissait en gardienne des valeurs, retrouvant ce rôle oublié, la boussole morale du monde. À Paris, on ne parlait plus seulement de mode ou de gastronomie, mais aussi du droit à une aide sans vol, sans trahison. Mais le sommet du sommet, le moment où l'histoire bascula vraiment, arriva en juin 2026. L'ONU vota à l'unanimité une déclaration sans précédent. La Déclaration universelle des droits des donateurs. Oui, vous avez bien entendu. Pour la première fois, on reconnaissait officiellement que donner ne signifie pas se taire. Ce manifeste moral, directement nourri par le combat de Le Cornu, redessinait la géopolitique de la solidarité. Les pays aidants n'étaient plus de simples tirelires. Ils devenaient des acteurs exigeants, dotés de droits fondamentaux. Article 1. Tout pays qui donne a le droit de savoir précisément ce qu'on fait de son argent. Article 2. Voler une aide destinée aux victimes, c'est ni plus ni moins qu'un crime contre l'humanité. Article 3. Pas de transparence, pas de chèque. Ces principes n'étaient pas sortis d'un think tank new-yorkais, mais bien de l'expérience très concrète d'un pays trahi, la France. Le 15 septembre 2026, exactement 12 mois après son coup d'éclat face à Zelensky, Le Cornu regardait en arrière, et le constat était sans appel. Le système d'aide mondiale avait été dépoussiéré. Moins opaque, plus utile, plus éthique. Et surtout, la corruption, longtemps considérée comme une fatalité, reculait enfin. Des milliards se libéraient pour des écoles, des hôpitaux, de vraies vies. Le bilan n'était pas simplement bon, il était historique. En moins d'1 an, 47 barons de la corruption délogés dans 34 pays. 23 milliards de dollars détournés retrouvés, réinjectés dans de vrais hôpitaux, de vraies écoles, de vraies vies. Un séisme global avec en épicentre la méthode française.
Du Sénégal au Cambodge, les agences de contrôle fleurissaient, tout inspiré du modèle Lecornu. Son dogme? La probité avant la charité. Et le monde entier l'avait adopté. Ce changement radical n'avait pas échappé aux Français. Pour une fois, l'aide internationale ne faisait plus lever les yeux au ciel. D'après les sondages, 94% des citoyens soutenaient la ligne dure de leur Premier ministre. Fini les aides qui partaient en fumée. Désormais, les Français savaient que chaque euro donné avait une destination. Et une raison. L'opinion publique, longtemps méfiante, s'était transformée en allié enthousiaste. Mais cette révolution morale n'avait pas seulement touché les consciences, elle avait dopé l'économie. Le retour de la confiance avait relancé l'investissement. Et avec l'image d'un pays redevenu exemplaire, les entreprises françaises signaient des contrats à tour de bras. La France n'était plus seulement le pays des droits de l'homme, mais aussi celui du contrat propre. L'honnêteté était devenue bankable. Puis, en décembre 2026, le fantôme reparut. Depuis son exil doré à Londres, Volodymyr Zelensky rompit le silence dans une interview exclusive à la BBC. Le regard vide, la voix lourde, il lâcha enfin les mots que tout le monde attendait. Sébastien Lecornu avait raison. J'ai laissé la corruption ronger l'Ukraine. J'ai trahi la confiance de nos alliés. Cette faute me suivra jusqu'à la fin de mes jours. Le rideau était tombé. L'homme de la résistance était devenu l'homme du remords. Et c'est devant les caméras du monde entier, dans un aveu aussi tardif que symbolique, que Zelensky referma le chapitre de l'aide aveugle. L'icône autoproclamée de la résistance internationale reconnaissait enfin avoir joué avec la générosité de l'Occident. Le rideau tombait. L'illusion s'effondrait. L'homme des discours poignants devenait le visage du remords. La mise en scène était parfaite, la boucle magistralement refermée. Le 31 décembre 2026, lors de ses vœux solennels, Lecornu ne se contenta pas de célébrer l'année. Il en tira une conclusion historique. Françaises, Français, souvenez-vous. Il y a 1 an et demi, nous signions des chèques en espérant qu'ils tombent entre de bonnes mains. Aujourd'hui, chaque euro est suivi, vérifié, utile. Nous avons transformé la générosité en puissance. Le ton était grave, le message limpide. La France avait redéfini la solidarité. Et pour clore ce discours devenu culte, il lâcha cette phrase, presque comme une promesse. Le temps où